Mesdames et messieurs, que feriez-vous si, le jour où vous rencontrez vos beaux-parents, votre future belle-mère vous donnait une gifle et vous traitait d'arriviste simplement parce que vous avez refusé de faire cadeau à sa famille de 250 000 euros? Le supporteriez-vous en silence? Fondriez-vous en larmes? La protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui a choisi un chemin complètement différent, sans verser une seule larme. Avec une froideur absolue, elle a arraché le masque de son méprisable fiancé et, armée de documents officiels, a forcé toute sa famille à payer le prix fort pour leur cupidité démesurée. Nous vous invitons à écouter cette histoire aussi instructive que passionnante. Paris, à la fin du mois d'octobre, s'assombrit souvent et pleure avec la pluie dans la seconde moitié de la journée. Des torrents froids et obliques fouettaient l'asphalte chaud, soulevant dans l'air cette odeur particulière de la ville mouillée. Me protégeant avec un parapluie sombre, je suis sortie précipitamment d'un grand immeuble de bureaux à La Défense pour rejoindre le fleuve de gens qui se hâtaient de rentrer chez eux. Travailler dans le département des ressources humaines était parfois épuisant à l'extrême en raison de l'interminable bureaucratie et des réunions qui s'éternisaient. Mais chaque fois que je sortais du bureau, je sentais mon âme s'alléger. Je savais que mon petit coin chaleureux m'attendait. Ce refuge était un petit mais confortable studio au 15e étage d'un quartier résidentiel calme des Batignolles. J'avais quitté la maison de mes parents et commencé à vivre seule il y a plus de 4 ans, juste après avoir terminé l'université. Mes parents, Antoine et Isabelle, étaient les propriétaires d'une célèbre chaîne de supermarchés de quartier dans la ville. Notre famille ne manquait de rien, mais depuis mon enfance, on m'avait enseigné l'indépendance et le respect de l'argent gagné par mon propre travail. J'avais choisi un style de vie modeste. Je me déplaçais sur un scooter normal. Je portais des vêtements de bureau élégants mais discrets, et je cachais mes véritables origines à mon entourage. J'avais toujours rêvé d'un amour vrai et sincère, avec un homme qui m'aimerait pour ce que j'étais, et non pour le patrimoine de ma famille. Et j'ai rencontré Julien. Julien était un garçon d'un village d'Auvergne, plein d'ambition et de ténacité. Il travaillait comme chef du département marketing dans une agence de médias de taille moyenne. Dès les premiers jours de notre rencontre, Julien m'a conquise avec son enthousiasme, ses yeux brillants lorsqu'il parlait de ses futurs projets et sa touchante attention aux petits détails. Pendant les 2 années de notre relation, nous avons partagé toutes les joies et les peines de ce Paris bruyant, mais plein de tentations et de pression. J'ai aimé Julien avec toute la sincérité d'une fille de 27 ans, chérissant chaque moment que nous passions ensemble. Sur le chemin du retour, je suis passée par le marché de quartier habituel, près de notre résidence. La marchande de primeurs, en me voyant, m'a salué cordialement. J'ai choisi de bonnes lentilles, un peu de charcuterie, des pommes de terre et un excellent morceau de bœuf à braiser, ainsi que de la viande hachée pour des steaks hachés. Julien adorait mes lentilles et mes steaks hachés maison avec des frites et de la salade. Des dîners simples, mais chauds et faits maison, ont toujours été le fil qui nous unissait après une longue et épuisante journée de travail. En rentrant à l'appartement, j'ai mis des vêtements d'intérieur confortables, posé mon sac et suis allée directement dans la cuisine. Le cliquetis familier du couteau sur la planche à découper a retenti. J'ai préparé avec soin les légumes pour un ragoût nourrissant. Pendant que le bouillon cuisait, je me suis occupée de la viande hachée, en y ajoutant de l'oignon, des épices et un peu de chapelure. L'arôme des légumes rissolés et des steaks a commencé à se répandre dans notre petit espace. Chassant le froid humide de la pluie d'octobre derrière la fenêtre, à 19 heures précises, la clé a tourné dans la serrure. Julien est entré. Il avait l'air fatigué. Sa chemise blanche était légèrement froissée après une longue journée de travail. En me voyant m'affairer dans la cuisine, il s'est approché et m'a tendrement embrassé sur les épaules par derrière. Je suis à la maison. Aujourd'hui, ça a été le chaos au bureau. Je suis crevé, dit-il de sa voix chaude et grave. Je me suis retournée, j'ai souri, et lui ai pris sa mallette en cuir des mains. Le dîner est prêt. Va prendre une douche, change-toi et mettons-nous à table pendant que tout est chaud. Regarde, j'ai préparé tout ce que tu aimes. Le dîner s'est déroulé dans l'atmosphère chaleureuse habituelle. Nous étions assis l'un en face de l'autre à notre petite table en chêne. Julien mangeait les lentilles avec appétit, louant mes talents culinaires. Tes plats sont toujours les meilleurs. Ces derniers temps, la pression avec les objectifs de vente me rend fou. Je ne rêve que de rentrer à la maison et de manger une assiette de tes lentilles. J'ai souri et lui ai mis un autre steak dans son assiette. Le travail est très dur. Si tu es très fatigué, prends quelques jours de vacances et repose-toi. La santé est la chose la plus importante. Julien a soupiré en posant sa fourchette sur la table. Je pense à beaucoup de choses en ce moment, Camille.
travailler pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quand je pourrai vraiment décoller. Je veux travailler à mon compte, ouvrir ma propre agence, déployer mes ailes. Des clients, j'en ai, des contacts aussi, il ne manque que le capital initial. En écoutant Julien, j'ai ressenti une vague de compassion. Je connaissais sa grande ambition et je comprenais l'impasse dans laquelle il se trouvait. Au cours des 2 dernières années, j'avais été son soutien inconditionnel, payant avec mon salaire la majeure partie de nos dépenses communes pour alléger sa charge financière. Je n'ai jamais compté qui dépensait quoi, car au fond de mon âme, j'ai toujours vu en Julien ma famille. L'homme avec qui j'allais unir ma vie. Réfléchis bien à tout. Si le plan en vaut la peine, je te soutiendrai toujours. L'ai-je encouragé doucement. Julien a pris ma main, et dans ses yeux ont brillé l'espoir et une profonde gratitude. Cette nuit-là, il pleuvait toujours dehors, mais dans notre petit appartement régnait une chaleur et un calme sans pareil. Dans les jours qui ont suivi, Julien est devenu encore plus occupé. Il se couchait tard et se levait tôt, la tête plongée dans l'élaboration d'un business plan détaillé sur son ordinateur portable, des rapports d'études de marché, des estimations de dépenses. Il présentait tout de manière claire et avec un grand enthousiasme. Julien prévoyait d'ouvrir une agence de communication spécialisée dans le marketing digital pour les petites et moyennes entreprises. C'était un domaine dans lequel il avait beaucoup d'expérience et il était confiant quant au succès. Chaque soir, après avoir terminé les tâches ménagères, je lui préparais une tasse de thé chaud et je m'asseyais à côté de lui, l'écoutant parler avec passion de l'avenir. En regardant ses yeux pleins de détermination, j'ai compris qu'il était prêt à faire ce grand pas. Le seul obstacle sur son chemin restait la question financière. Selon les calculs initiaux, Julien avait besoin d'au moins 250 000 € pour louer des bureaux, acheter des équipements, embaucher du personnel et maintenir l'activité pendant les 6 premiers mois. C'était une somme énorme pour un homme issu d'une famille modeste d'un village comme Julien. Il a essayé d'emprunter à des amis et à des membres de sa famille, mais sans grand succès. Chacun avait sa propre vie et ses propres soucis. Personne ne pouvait réunir une somme aussi importante pour la lui prêter. En voyant Julien maigrir et se consumer d'anxiété, j'ai ressenti une douleur aiguë. J'ai beaucoup réfléchi pendant mes insomnies. J'avais un compte d'épargne avec 250 000 € que mes parents avaient ouvert pour moi au cas où ou comme dot. Je gardais cet argent jalousement et je n'y avais jamais touché. Je me suis demandé si je devais le donner à Julien. Si je le faisais, cela signifierait miser toutes les économies de ma famille dans un projet d'entreprise risqué. Mais si je ne l'aidais pas, je ne pourrais pas supporter de voir son désespoir. J'aimais Julien de tout mon cœur et je croyais en ses capacités et en son honnêteté. Je croyais qu'avec mon soutien, il connaîtrait le succès et qu'ensemble, nous construirions une famille solide. Un soir de week-end, alors que nous étions assis sur le canapé à regarder une émission de télévision, j'ai pris une grande inspiration et j'ai décidé de partager mes pensées. « Julien, comment avance la recherche de capitaux pour l'entreprise ?» ai-je demandé timidement. Julien a secoué la tête et a souri tristement. « Pour le moment, rien, chérie. Je crois que je vais devoir mettre le plan de côté, continuer à trimer quelques années de plus pour économiser, et ensuite on verra. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et ma voix est devenue ferme comme jamais. J'ai des économies. Environ 250 000 €. Je veux les investir dans ton entreprise. Julien est resté figé. Ses yeux se sont écarquillés de stupeur. 250 000 €. Camille, d'où as-tu sorti autant d'argent ? Tu es une simple employée administrative. C'est de l'argent que mes parents ont économisé pour moi pendant de nombreuses années. Je ne l'ai jamais dépensé parce que pour vivre, mon salaire me suffisait. Maintenant, tu en as besoin, et je pense que c'est le meilleur moment pour l'utiliser, ai-je expliqué calmement, en essayant de parler avec naturel pour ne pas blesser sa fierté masculine. Mais c'est une somme beaucoup trop importante. Si l'entreprise fait faillite, comment pourrais-je vous le rembourser, à toi et à tes parents ? A-t-il objecté, honteux, en agitant les mains. Je lui ai pris la main et l'ai serrée doucement. Je te fais confiance. Je suis sûre que tu ne laisseras pas tes efforts être ruinés. Mais pour que tout soit juste et transparent, je pense que nous devrions rédiger un contrat de prêt officiel. L'argent aime l'ordre. Dans le contrat, nous préciserons le montant, le délai et un taux d'intérêt symbolique. Ainsi, tu auras une motivation supplémentaire pour faire des efforts et il me sera plus facile de tout expliquer à mes parents. Julien a gardé un long silence. Dans ses yeux, j'ai vu la lutte entre la fierté d'un homme
et le désir arde de réaliser son rêve. Finalement, il a hoché la tête. Ses yeux ont rougi. « Merci, Camille. Je te promets que je travaillerai sans relâche et que je ne trahirai pas ta confiance. Je te rembourserai jusqu'au dernier centime, je te l'assure. » Quelques jours plus tard, nous avons rédigé ensemble un contrat de prêt détaillé, en le scellant de nos signatures. Je suis allée à la banque, j'ai retiré la totalité du montant du compte d'épargne et je l'ai transféré sur le compte personnel de Julien. À partir de ce jour, son entreprise a officiellement démarré. Les premiers mois ont été pleins de difficultés et d'épreuves. Pendant la journée, je travaillais dans mon entreprise et le soir, j'allais au bureau de Julien pour l'aider à organiser les documents et à mettre de l'ordre dans les papiers et les factures. Malgré la fatigue, en voyant comment son bébé grandissait et prenait des forces, je sentais que tous mes sacrifices étaient justifiés. Les affaires de Julien ont commencé à s'améliorer progressivement. L'entreprise a obtenu ses premiers clients qui ont assuré un flux de trésorerie stable. Vers la même époque, Madame Chantal, la mère de Julien, a appelé du village pour informer qu'elle viendrait à Paris pour des examens médicaux et qu'elle resterait quelques semaines. Julien était très heureux. Il a commencé à s'activer dans l'appartement, à nettoyer le salon et à acheter un nouveau matelas pour que sa mère soit à l'aise. J'ai aussi pris une demi-journée de congé au travail. Gare de Lyon. Madame Chantal devait avoir dans les 60 ans. C'était une femme corpulente aux traits acérés. À peine descendue du train, elle a remis à Julien ses nombreuses valises et m'a jaugé de haut en bas. Je l'ai saluée poliment, mais elle s'est contentée de renifler, affichant sa froideur. En arrivant à l'appartement, Madame Chantal a parcouru toutes les pièces, du salon à la cuisine, inspectant chaque recoin d'un air critique. Qu'est-ce que c'est que ce taudis? Et en plus, quel désordre. Moi, au village, je suis habituée à l'espace. Et ici, on ne peut même pas respirer. S'est-elle plainte en tordant la bouche. Julien s'est empressé d'expliquer. Maman, comprends-le. À Paris, le mètre carré vaut de l'or. Nous avons eu de la chance de louer un appartement comme celui-ci avec toutes les commodités. Je suis rapidement allée dans la cuisine pour préparer un dîner copieux avec des plats traditionnels français en l'honneur de l'arrivée de ma belle-mère. Je me suis appliquée pour que tout soit savoureux dans l'espoir de plaire à ma future parente. Cependant, lorsque j'ai mis la table, Madame Chantal, après avoir goûté une cuillerée de ragoût, a fait la grimace. Qu'est-ce que c'est que cette nourriture si fade? Et les steaks sont trop salés. Toi, ma fille, en ville, tu as pris l'habitude de manger au restaurant. Tu ne sais pas cuisiner comme il faut. Dans mon village, personne ne voudrait d'une incapable pareille pour épouse. J'ai senti un nœud dans ma poitrine, mais j'ai essayé de garder un sourire forcé. Je suis désolée, Madame Chantal. La prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Julien, assis à côté d'elle, s'est empressé de servir de la nourriture à sa mère en essayant de calmer la situation. Maman, mange. Camille cuisine très bien. C'est juste qu'aujourd'hui peut être qu'elle a un peu raté son coup. Dans les jours qui ont suivi, ma vie est devenue un stress constant. Madame Chantal se comportait avec arrogance, comme si j'étais une intruse qui avait eu la chance d'attraper son fils, le directeur. Elle faisait constamment des commentaires malveillants sur mes origines. Elle critiquait mes dépenses, mes vêtements modestes. Regarde-toi, mon fils est maintenant directeur d'une entreprise. Des hordes de belles filles de familles riches lui courent après. Et toi, qu'est-ce que tu es? Une simple employée de bureau, avec un salaire de misère. Tu vis dans un appartement de location. Quel avenir as-tu? Si ce n'était pas pour mon Julien qui a eu pitié de toi, tu n'aurais jamais une vie aussi tranquille, disait-elle en sirotant son thé. Je me taisais sans répondre. Je ne voulais pas révéler qui j'étais vraiment pour ne pas créer un fossé entre nos familles et aussi pour mettre à l'épreuve sa sincérité et celle de son fils. Je pensais naïvement que ma patience et mon respect feraient fondre son cœur. Mais il semblait que ma soumission ne faisait que l'enhardir davantage. Le point culminant a été atteint un soir où j'avais fini de faire la vaisselle. Madame Chantal m'a appelée dans le salon pour une conversation sérieuse. Je vois que vous êtes ensemble depuis longtemps. Vous avez déjà un certain âge, et mon Julien a besoin de capitaux pour développer l'entreprise. Pourquoi ne parles-tu pas à tes parents à la campagne? Peu. Être qu'ils pourraient hypothéquer la maison ou demander un prêt aux parents pour aider mon fils. Tu vas te marier. Tu dois veiller à la carrière de ton mari. Tu comprends? Je suis restée stupéfaite devant sa demande effrontée. Ces mots sonnaient comme si ma famille avait l'obligation de vider ses poches pour Julien. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme, et j'ai répondu avec retenue.
Madame Chantal, les investissements dans les affaires sont une affaire sérieuse. Mes parents à la campagne sont des gens simples et travailleurs. Ils vivent au jour le jour. Ils n'ont pas la possibilité d'hypothéquer des biens ni d'emprunter de grosses sommes. De plus, Julien et moi avons toujours essayé de nous débrouiller seuls sans déranger les parents. Madame Chantal a tordu la bouche avec dédain, a reniflé froidement, s'est levée d'un bond et, en claquant la porte, est partie dans sa chambre. Depuis ce jour, son attitude envers moi est devenue encore plus hostile et critique. L'atmosphère à la maison s'est tendue à l'extrême. Le plus triste pour moi était que Julien semblait ignorer l'injustice que sa mère me montrait. Il me conseillait seulement d'avoir de la patience, qu'après tout, elle ne venait que pour quelques semaines. Son silence m'a fait me sentir comme une étrangère dans le foyer que j'avais créé avec tant de soin. Après le départ de Madame Chantal, notre vie est progressivement revenue à la normale. Mais entre Julien et moi, une faille invisible était déjà apparue. Julien a commencé à disparaître encore plus dans le travail. Il partait souvent tôt le matin et rentrait tard le soir. Nos dîners ensemble sont devenus de plus en plus rares. Il se justifiait en disant que l'entreprise était en phase de croissance et qu'il avait besoin de consacrer beaucoup de temps à des réunions avec des partenaires et à établir des contacts. Je l'ai cru et j'ai continué à le soutenir, allant même jusqu'à prendre en charge la comptabilité interne le week-end pour lui faciliter le travail. Un samedi après-midi, alors que je passais en revue les rapports de revenus et de dépenses du mois, j'ai découvert par hasard une anomalie inquiétante. Sur le relevé du compte bancaire de l'entreprise figurait un important virement d'un montant de 50 000 € effectué au milieu du mois précédent, mais aucune facture ni document justificatif n'y était joint. Dans les annotations, il était vaguement indiqué frais de représentation, mais dans aucun des projets en cours, il n'y avait de poste nécessitant un décaissement en espèces aussi énorme. Mon intuition m'a dit que quelque chose n'allait pas. J'ai revérifié tous les livres comptables, vérifié chaque petite dépense, mais je n'ai pas pu trouver la trace de ces 50 000 €. C'était un 5e du capital que j'avais prêté à Julien. De l'argent gagné à la sueur et au sang de mes parents pendant de nombreuses années. Mon cœur s'est serré. Les soupçons ont commencé à germer et à grandir en moi. Le soir, j'ai décidé de préparer un dîner particulièrement savoureux et d'attendre Julien pour tirer les choses au clair. Il est rentré à la maison après 20 et 1. Il sentait légèrement l'alcool. Il a retiré précipitamment sa veste, se plaignant de la fatigue après un long banquet avec des clients. Je lui ai servi un verre d'eau tiède avec du citron. J'ai attendu qu'il boive et j'ai commencé la conversation avec prudence. « Julien, aujourd'hui j'ai vérifié la comptabilité et j'ai vu que le mois dernier, 50 000 € ont été retirés du compte. Mais il n'y a aucun document. À quoi cet argent a-t-il été dépensé ?» Julien a légèrement tressailli. Sa main, en posant le verre sur la table, a tremblé. Il a évité mon regard. En s'éclaircissant la gorge, il a essayé de garder une expression imperturbable. « Ah, ça. Je l'ai sorti pour une réunion avec des partenaires importants d'un ministère. Il y a beaucoup de concurrence en ce moment. Il faut dépenser de l'argent pour graisser les bonnes pattes pour de futurs projets. Tu ne t'y connais pas beaucoup en affaires, mais 50 000 €, c'est une somme énorme. Même les frais de représentation devraient être documentés pour contrôler les flux de trésorerie. Tu es le directeur. Mais si tu dépenses l'argent de manière aussi impulsive, l'entreprise ne pourra pas se développer de manière stable. » L'ai-je réprimandé doucement, espérant qu'il comprendrait son erreur. Soudain, Julien a haussé le ton. On entendait de l'irritation dans sa voix. « Je te l'ai déjà dit. C'est pour des réunions avec des clients. Tu t'occupes de la comptabilité interne, pourquoi tu te mêles de mes décisions commerciales? C'est mon entreprise, et je sais comment gagner de l'argent. Arrête de m'embêter. J'ai déjà assez mal à la tête comme ça. » Sur ce, il s'est levé brusquement et est allé dans la salle de bain, claquant la porte derrière lui. Je suis restée seule devant la table qui refroidissait. Ses réponses évasives, ses explications vagues et sa réaction défensive-agressive ont provoqué en moi une forte inquiétude. Je ne voulais pas croire que l'homme que j'aimais me trompait. Mais les chiffres sur le relevé bancaire ne mentaient pas. Si c'était vraiment de l'argent pour des frais de représentation, pourquoi le cachait-il de cette façon? Cette nuit-là, allongée dans notre lit douillet, je n'ai pas pu fermer l'œil, fixant l'obscurité. À mes côtés, Julien ronflait paisiblement. Mais je sentais que la distance entre nous grandissait, devenant si énorme que je ne reconnaissais plus l'homme qui était couché à côté de moi. Avant,
Il partageait toujours avec moi toutes ses décisions, grandes et petites. Il ne m'avait jamais crié dessus ni caché des questions financières de manière aussi trouble. Le soupçon, comme un poison, empoisonnait lentement la confiance que j'avais mise tant de temps à construire. Je me suis dit que je devais être forte et ne pas laisser les sentiments brouiller mon jugement. Je devais découvrir la vérité sur l'argent disparu. Aussi cruel que cela puisse être, dans les jours qui ont suivi, l'atmosphère dans notre appartement est devenue froide, tendue. Nous continuions à vivre par inertie. Nous nous appelions par nos prénoms, mais nos conversations étaient de plus en plus courtes et ne portaient que sur des questions domestiques. Julien semblait m'éviter exprès, se réfugiant souvent derrière le travail. Il rentrait très tard, parfois complètement ivre, à tel point que le chauffeur de taxi devait l'aider à entrer dans l'appartement. Son éloignement ne faisait que renforcer mes soupçons. Un soir de week-end, alors qu'il brunait dehors, j'étais recroquevillée sur le canapé sous une couverture, attendant Julien. L'horloge marquait déjà 2 heures du matin, quand enfin la clé a tourné dans la serrure. Julien est entré en titubant, mais contrairement aux autres jours, aujourd'hui il ne sentait pas l'alcool, mais un parfum de femme, doux, séduisant et très pénétrant. Cette odeur inconnue m'a frappé les narines et m'a coupé le souffle. J'ai fermé les yeux, faisant semblant de dormir. Julien s'est approché et resté debout au-dessus de moi un moment, puis a retiré sa chemise. Il l'a jetée négligemment sur le dossier d'un fauteuil et est allé dans la salle de bain. L'eau a commencé à couler. J'ai ouvert les yeux. Mon regard s'est posé sur l'ordinateur portable qu'il venait de laisser sur le bureau dans un coin de la pièce. Normalement, il le verrouillait toujours, mais aujourd'hui, apparemment par fatigue ou négligence, il avait oublié. Cédant à une impulsion intérieure, je me suis approchée sur la pointe des pieds du bureau. Sur l'écran, WhatsApp Web était ouvert. Juste devant mes yeux, il y avait une conversation non fermée. Le nom du contact, Chloé. Retenant mon souffle, la main tremblante, j'ai glissé le doigt sur le pavé tactile, faisant défiler les messages vers le haut. Chloé. Tu es déjà à la maison ? Je repense à la façon dont nous avons essayé des robes de mariée aujourd'hui. Je suis si heureuse, réponse de Julien. Oui, déjà à la maison. Tu as choisi une robe spectaculaire aujourd'hui. Attends encore un peu. Je vais régler mes problèmes. L'année prochaine, quand l'entreprise décollera, je parlerai à mes parents et je t'emmènerai vivre avec moi. Chloé, avec une moue coquette. Et qu'en est-il de ta Camille ? Elle n'a pas l'air de vouloir aller nulle part. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle ? Julien, la rassurant. Ne t'inquiète pas. C'est une fille calme et soumise. Et en plus, elle n'est personne. Pour le moment, je l'utilise pour qu'elle me tienne la comptabilité et nettoie la maison. Les 50 000 € que j'ai sortis étaient pour ton sac de marque et pour un cadeau pour ton père, afin d'obtenir un nouveau projet. Elle m'a posé des questions à ce sujet. Je lui ai crié dessus et elle s'est tue tout de suite. Dès que le projet aboutira, je lui soutirerai le reste du capital et je trouverai une excuse pour rompre. La femme que j'aime et avec qui je veux me marier, c'est seulement toi. Chaque mot sur l'écran était comme un couteau aiguisé s'enfonçant dans mon cœur. Je suis restée pétrifiée. Tout mon corps s'est glacé. J'avais du mal à respirer. Mes oreilles bourdonnaient. Je n'entendais plus le bruit de l'eau dans la salle de bain. Il s'est avéré que les 50 000 € gagnés à la sueur du front de mes parents, l'homme que j'aimais les avait dépensés pour entretenir une maîtresse et pour des pots de vin liés à des contrats sales. Il s'est avéré qu'aux yeux de Julien, je n'étais rien d'autre qu'une idiote, une femme de ménage gratuite et une source de financement sans intérêt. Une douleur insupportable mêlée de fureur m'est montée à la gorge. J'ai failli crier. Mais l'instinct de survie d'une femme adulte m'a arrêtée à temps. Je ne m'autoriserai pas à pleurer, ni à faire une scène pour un traître aussi méprisable. J'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié tout l'écran avec la conversation, j'ai sauvegardé les messages les plus importants, et je me les suis envoyés prudemment à une adresse e-mail sécurisée. Tout cela fait, j'ai soigneusement remis l'ordinateur portable dans son état d'origine. Je suis retournée sur le canapé et je me suis allongée en fermant les yeux, comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, Julien est sorti de la salle de bain, s'est séché les cheveux, s'est approché de moi, m'a bordé avec la couverture. Ce geste tendre et faux m'a donné la nausée. Je suis restée immobile, en écoutant mon cœur battre, froid et ferme. L'amour, la confiance, le dévouement aveugle de 2 ans. Tout était mort en cette nuit parisienne pluvieuse. Maintenant, dans ma tête,
Il n'y avait qu'une clarté terrifiante. Je devais récupérer ce qui m'appartenait et donner une leçon à ces escrocs avides, sans scandale, sans hystérie. J'utiliserai l'arme la plus tranchante, la transparence et la loi pour régler toutes les dettes. Mon plan de contre-attaque avait commencé. Le lendemain matin de cette nuit tumultueuse, Paris m'a accueilli avec de pâles rayons de soleil qui s'infiltraient par la fenêtre. Je me suis réveillée avec la tête lourde, mais avec le regard clair. Il n'y a pas eu de larmes, ni de cris, ni d'assiettes cassées. La douleur de la trahison avait franchi cette frontière où commence le ressentiment et s'était transformée en une boule de glace dans ma poitrine. Je me suis levée du lit, je me suis approchée du miroir de la salle de bain et j'ai regardé mon reflet. Le visage pâle et les cernes trahissaient la nuit blanche, mais le regard était aiguisé et déterminé comme jamais. J'ai ouvert le robinet d'eau froide et je m'en suis aspergé le visage pour secouer les derniers restes de fatigue. Je me suis dit que je n'avais pas le droit de m'effondrer. Je n'avais pas le droit d'être faible face à ceux qui avaient piétiné ma confiance et ma bonté. Julien dormait toujours profondément. Maintenant, il avait l'air si innocent, complètement différent de l'auteur de ces messages calculateurs et froids. Je suis sortie silencieusement de la chambre. J'ai commencé à préparer du café et le petit déjeuner comme d'habitude. J'ai fait frire 2 œufs, j'ai fait des toasts et j'ai ajouté un peu de salade. Le grésillement du beurre dans la poêle semblait incapable de briser le silence terrifiant qui enveloppait l'appartement. Après environ 30 minutes de calme, Julien est sorti, somnole, s'étirant et bâillant. Il s'est assis à table, a bu une gorgée de café et m'a regardé avec un sourire. « Tes petits déjeuners sont toujours parfaits. Aujourd'hui, c'est le week-end. As-tu des projets ou te reposes-tu à la maison ?» a-t-il demandé avec une fausse sollicitude. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai offert un sourire parfait, sans rien révéler d'inhabituel. Je vais aller au magasin pour acheter des produits d'entretien, puis je passerai par un café pour terminer un rapport pour les ressources humaines pour la semaine prochaine. Il y a beaucoup de travail en ce moment. Toi, repose-toi ou occupe-toi des affaires de l'entreprise. Je me débrouille. Julien a hoché la tête avec satisfaction. Dans ce cas, sois prudente. Je devrais aussi aller au bureau pour discuter avec l'équipe du plan média pour le mois prochain. L'entreprise est en plein essor. Nous ne pouvons pas nous relâcher. Son mensonge éhonté sonnait maintenant pour moi comme une cacophonie assourdissante et moqueuse. J'ai ramassé les assiettes, pris mon sac et suis sortie de la maison avec une mentalité complètement nouvelle. Ma première destination n'a pas été le magasin, mais le cabinet de l'avocat qui représentait l'entreprise de ma famille. J'ai rencontré Maître Moreau dans un café tranquille d'une ruelle du centre. Quand je lui ai montré la copie du contrat de prêt de 250 000 €, ainsi que les captures d'écran des conversations et les relevés bancaires, même sur le visage de l'avocat expérimenté est apparue une ombre de stupeur. « Mademoiselle Camille, ce contrat de prêt est très bien rédigé. Le montant de 250 000 € a été transféré par voie bancaire avec une indication claire de l'objet. Prêt pour activité commerciale. Le délai, les conditions de résolution des litiges sont pleinement conformes à la loi. Si M. Julien ne peut pas rembourser la dette ou tente de dissimuler des actifs, nous pouvons sans hésiter déposer une plainte auprès du tribunal civil en demandant la saisie de ses biens et des comptes bancaires de son entreprise, a analysé en détail Maître Moreau, en étudiant attentivement les documents. J'ai bu une gorgée de camomille chaude, sentant un arrière-goût amer sur la langue. Je veux que vous prépariez toutes les procédures légales nécessaires. Dès que je vous en donnerai le signal, déposez immédiatement la plainte au tribunal avec une demande de mesures conservatoires pour la saisie des comptes de Julien. Je ne veux pas qu'il ait la moindre chance de détourner le moindre centime. De plus, je veux que vous analysiez ses actions concernant l'utilisation abusive des fonds du prêt à des fins personnelles et lucratives. Cela peut-il être qualifié de fraude au crédit ou d'abus de confiance ? Maître Moreau a hoché la tête en prenant des notes dans son carnet. Utilisation abusive des fonds. Si nous prouvons qu'il a dépensé l'argent prêté pour l'achat d'articles de luxe ou qu'il l'a transféré à des tiers, sans rapport avec l'activité commerciale convenue, cela deviendra une circonstance très aggravante pour lui lors du procès. Mademoiselle Camille, soyez rassurée. Je préparai le dossier avec la plus grande diligence. En sortant du café, j'ai passé le reste de la journée à la bibliothèque municipale, systématisant chaque correspondance, chaque facture et chaque ligne du relevé bancaire. J'ai tout rassemblé dans un seul fichier numérique et je l'ai enregistré sur un cloud sécurisé. En relisant les messages dans lesquels Julien m'appelait naïve, soumise et considérait mon argent comme un outil pour son ascension, je n'ai ressenti que du mépris.
2 ans de ma jeunesse, mon dévouement attentif. Tout cela s'est avéré n'être qu'une partie de son brillant plan de tromperie. Il comptait sur le fait qu'après le mariage et l'officialisation de la relation, il m'obligerait à leur céder la gestion financière pour unir les actifs, puis il trouverait un moyen de me jeter hors de leur vie. Leur plan était parfait, mais ils m'avaient sous-estimé. Je peux vivre modestement, je peux être patiente par amour, mais je ne serai jamais un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Je donnerai à Julien et à sa mère leur spectacle lors de la prochaine réunion de famille. Ce sera la scène parfaite sur laquelle je ferai tomber le rideau, mettant fin à tous les affronts une fois pour toutes. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison après avoir acheté un bouquet de lys et les avoir mis dans un vase dans le salon, créant une atmosphère fausse et chaleureuse pour cacher la tempête qui grondait dans mon âme. Le soir du week-end, les rues de Paris étaient bondées. Il y avait d'énormes embouteillages. Des files de voitures avançaient lentement l'une derrière l'autre. Les néons des publicités se reflétaient dans les flaques de l'asphalte, créant des motifs colorés. Je suis arrivée dans un restaurant de fruits de mer du centre-ville, une demi-heure avant l'heure convenue. C'était un restaurant de gamme moyenne, pas trop luxueux, mais correct, avec des salons privés, parfait pour les réunions de famille. J'avais réservé à l'avance un salon privé, avec des boiseries et des plantes vertes pour créer une ambiance chaleureuse. À 19h30 précise, mes parents sont apparus à l'entrée du restaurant. Antoine portait une chemise en lin bleu clair parfaitement repassée et un pantalon sombre. Isabelle avait choisi une élégante robe au ton pastel avec des broderies sophistiquées, simples, mais qui mettaient en valeur sa délicatesse et sa noblesse. Bien que notre famille possède un grand patrimoine, mes parents s'habillaient toujours avec discrétion, sans exhiber de marques ni de bijoux coûteux. Leur richesse se manifestait dans leur sérénité, leur sourire aimable et leur comportement courtois envers les autres. Je me suis approchée et j'ai embrassé ma mère, inhalant l'arôme familier de son parfum. « Papa, maman, vous n'avez pas eu trop d'embouteillage ? » ?»« Bonjour, ma fille. Nous avons déjà tout commandé. »« Entrons, reposons-nous en attendant les invités » a dit mon père en me donnant une tape affectueuse sur l'épaule. Les rues étaient pleines à craquer, mais nous sommes venus en taxi, donc nous ne sommes pas fatigués. Aujourd'hui est un jour important pour notre petite fille. Nous devions venir plus tôt pour tout préparer. Environ 15 minutes plus tard, la porte du salon privé s'est ouverte et Julien est entré avec sa mère, Madame Chantal. Julien portait un costume bleu marine brillant, les cheveux soigneusement gominés, avec l'apparence d'un directeur à succès. Madame Chantal, à ses côtés, portait une robe voyante brodée de paillettes, un collier en or massif au cou et des bagues avec de grosses pierres aux doigts. Son apparition a immédiatement interrompu l'atmosphère calme et élégante de la pièce avec sa voix forte et son rire faux. « Bonsoir aux futurs conscrits. Oh, quels embouteillages dans votre Paris. Nous sommes venus en voiture et nous avons à peine pu arriver. Nous sommes morts. » Sur ces mots, elle s'est affalée sur une chaise sans attendre d'y être invitée. Mes parents se sont levés et se sont inclinés poliment. « Bonsoir. Je vous en prie, asseyez-vous, prenez un thé, reposez-vous du voyage. Aux heures de pointe, la ville est toujours comme ça. Excusez-nous. » Le dîner a commencé avec des plats de fruits de mer exquis présentés avec élégance sur la table. Mon père a servi le vin lui-même, en offrant à Madame Chantal, essayant de créer une atmosphère détendue et amicale. Mais elle ne se souciait apparemment pas des règles élémentaires de courtoisie. Sans arrêt, elle se servait les meilleurs morceaux dans l'assiette de Julien et, mangeant bruyamment, a commencé sa litanie habituelle sur les réussites de son fils. « Vous voyez, mon Julien, bien qu'il vienne d'un village, qu'est-ce qu'il est ambitieux. Maintenant, il est directeur. Il dirige toute une entreprise. Ses employés se tiennent aux gardes. Ah, vous devant lui. Un tas de filles riches et belles lui courent après, mais il ne regarde aucune d'elles. Il dit qu'il aime votre Camille pour son caractère docile et travailleur, et c'est pour ça qu'il a décidé de se marier. » Ma mère a souri aimablement en réponse. Nous sommes très heureux que Julien soit si ambitieux et ait autant de succès. Dans la vie de famille, le plus important est la sincérité, le respect et de construire la relation ensemble. Madame Chantal a posé ses couverts, s'est essuyé la bouche avec une serviette et, relevant le menton, a continué. « Madame Isabelle, vous avez raison, mais seulement en partie à notre époque. D'abord l'argent, puis tout le reste. Julien est dans les affaires. Il a besoin de beaucoup de capitaux pour les contacts et le développement. Je vois que vous êtes des gens compréhensifs. Vous voulez sûrement que votre fille vive bien. Vous devez aider votre gendre.
La fille se marie, elle quitte le nid familial. Si vous l'aimez, donnez-lui un appartement ou un terrain comme capital pour la famille du mari, parce que cette Camille qui est la vôtre, assise dans un bureau pour 3 francs 6 sous, comment va-t-elle aider son mari? L'atmosphère dans la pièce est devenue tendue. Soudain, mes parents se sont regardés. Sur leurs visages se reflétaient la stupeur et l'irritation, mais ils ont réussi à garder un calme étonnant. Je suis restée silencieuse, serrant les poings sous la table, retenant la fureur qui s'accumulait. Madame Chantal ne savait pas que toute l'entreprise de Julien avait été construite avec mon argent. Elle continuait à se comporter avec arrogance et insolence. Prenant le silence de ma famille pour de la faiblesse et de l'insignifiance, j'ai regardé Julien en espérant qu'il dirait, ne serait-ce qu'un mot, pour défendre mes parents. Mais il se contentait de regarder son assiette, hochant la tête de temps en temps en signe d'accord avec sa mère. Son indifférence et son consentement tacite ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, me confortant dans ma décision. Ce dîner qui devait unir les familles était devenu une farce dans laquelle la mère et le fils démontraient leur cupidité et insultaient la dignité des autres. La tension dans l'air présageait une tempête imminente. Le dîner touchait à sa fin. La nourriture sur la table était presque terminée, mais l'atmosphère était devenue si dense et étouffante qu'il semblait qu'on pouvait la couper au couteau. Mes parents avaient à peine touché à leur repas, gardant des sourires forcés en réponse aux histoires interminables et vantardes de Madame Chantal. Quand le serveur a apporté des fruits pour le dessert et du thé chaud, elle lui a fait un geste brusque de la main, lui ordonnant de partir et de bien fermer la porte. Son attitude est passée de la vantardise à un sérieux calculateur. « Bien, nous avons terminé le repas, maintenant venons-en au fait. » Elle a ouvert son sac brillant en simili-cuir, en a sorti une feuille A4 soigneusement imprimée et l'a déposée avec fracas sur la table en verre. Mes parents ont froncé les sourcils, regardant alternativement le papier et Madame Chantal dans l'attente d'une explication. J'ai jeté un coup d'œil au titre du document. Mon cœur s'est arrêté un instant, mais ma raison a immédiatement activé le mode de défense. Le titre disait « Accord de donation prénuptiale. Je suis une personne directe. Je dis les choses telles qu'elles sont. » S'éclaircissant la gorge, elle a fait glisser le papier vers moi. En son temps, Camille a donné à mon Julien une somme d'argent pour le développement de l'entreprise. Je sais que cet argent, c'est vous, les beaux-parents, qui l'avez économisé pour elle. Mais ils vont bientôt se marier. L'argent de l'épouse et l'argent du mari investi dans l'entreprise familiale. Julien m'a dit que Camille l'a obligé à signer un contrat de prêt. Je pense que ce n'est pas bien. Quelle dette peut-il y avoir entre un mari et une femme? On ne peut pas construire une famille comme ça. C'est pourquoi, aujourd'hui, en présence des 2 familles, j'ai préparé ce document. Camille signera que cette somme est un cadeau de mariage volontaire pour la famille du mari, sans réclamation ni exigence à l'avenir. Considérez-le comme la contribution de la mariée à la carrière de votre gendre. Les mots de Madame Chantal sont tombés sur la pièce comme une avalanche, détruisant les derniers vestiges de décence. Mes parents sont restés de marbre. Leurs yeux se sont écarquillés devant une telle effronterie. 250 000 €? Ce n'est pas une paille. C'est un patrimoine énorme que n'importe quelle personne gagne à la sueur et au sang. Et Madame Chantal, sur un ton impératif, exigeait que je les transforme en un cadeau désintéressé pour satisfaire la cupidité insatiable de sa famille. J'ai pris le papier, j'ai lu en diagonale les points absurdes rédigés avec maladresse, mais avec une intention clairement malveillante. J'ai doucement posé la feuille sur la table, et j'ai regardé Madame Chantal droit dans les yeux. « Je suis désolée, je ne peux pas signer cela. » Ma voix a résonné claire et nette, brisant le lourd silence. J'ai délibérément abandonné la soumission pour un ton plus formel, établissant de nouvelles frontières. Madame Chantal m'a dévisagée. Son visage a commencé à rougir de colère. « Qu'est-ce que tu as dit? Que tu ne signes pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas bientôt entrer dans notre famille. Tu vivras au crochet de mon fils, et tu oses encore compter les centimes à ton mari. Ne sois pas si égoïste et radine, mademoiselle. 250 000 € ne sont pas des centimes, c'est la sueur de ma famille. Le fait que je lui ai donné cet argent était une transaction de prêt légal, avec un contrat clairement signé pour la gestion d'une entreprise. Mélanger un prêt et un cadeau, c'est trouble. La loi établit clairement que les biens acquis avant le mariage sont des biens propres. Sauf accord contraire. Je ne suis pas obligée d'offrir mes biens personnels à qui que ce soit en échange d'un statut, ai-je répondu avec logique et fermeté, sans laisser la colère me faire perdre le contrôle. Madame Chantal a frappé la table du poing avec une telle force que les verres ont sursauté. Elle m'a montré du doigt et a crié
provinciale, morte de faim, qui se prenait pour une princesse. Tu crois que tu es si précieuse? Avant même le mariage, tu as commencé à comploter. Tu as obligé mon fils à signer des reconnaissances de dette. Tu veux le contrôler? Nous n'avons pas eu de chance de tomber sur une belle fille pareille. Si tu ne signes pas, dégage d'ici. Je n'accepterai jamais dans ma famille une effrontée comme toi. Dans un accès de fureur, perdant le contrôle, elle s'est jetée sur moi et m'a donné une gifle de toutes ses forces. Paf! Le bruit sec de la gifle a résonné dans la pièce. Ma joue m'a brûlé. 5 doigts rouges se sont marqués. Le coup a été si fort que mes cheveux se sont décoiffés et sont tombés sur mon épaule. Toute la salle est restée sous le choc. Ma mère a crié et s'est précipitée vers moi pour me protéger. Mon père s'est levé brusquement. Son visage s'est pétrifié de rage. Il a transpercé Madame Chantal d'un regard si acéré qu'elle a reculé involontairement. L'atmosphère s'est tendue au maximum. Tous les masques étaient tombés, révélant la nature cupide et cruelle de ceux qui se prétendaient être une famille décente. Le salon a plongé dans le silence, brisé seulement par la respiration lourde de Madame Chantal et la voix agitée de ma mère me demandant si j'avais mal. Ma joue gauche me brûlait. Mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation et à la déception qui déchiraient mon âme. J'ai doucement écarté ma mère. Je me suis redressée et j'ai planté mon regard dans celui de Julien. Depuis que sa mère avait sorti le papier, jusqu'à ce qu'elle me frappe, Julien était resté immobile comme une statue. Son visage exprimait de la gêne. Mais il n'a pas fait la moindre tentative pour intervenir ou me défendre. Je l'ai regardé dans les yeux, attendant la réaction d'un homme, d'un futur mari. J'espérais qu'il défendrait la femme qui avait partagé avec lui toutes les difficultés au cours des 2 dernières années, mais en réponse, je n'ai reçu que lâcheté et complicité. Julien a froncé les sourcils. Dans ses yeux, on lisait de l'irritation. Il n'a pas regardé ma joue brûlante, mais mes parents, et a soupiré lourdement. « Camille, arrête de te mettre dans cet état. Ma mère est une personne âgée. Elle a eu la main un peu lourde. Tu devrais être plus tolérante. Vous disputez avec elle de cette façon. C'est mal élevé. Quant à l'argent, dans une famille, tout est à tout le monde. Pourquoi t'accroches-tu à ce contrat, juste pour gâcher les relations? Demande pardon à ma mère et signe le papier pour en finir avec ça. Ne fais pas honte à notre famille devant les parents. Ton accusateur rejetait toute la faute sur moi. Chaque mot de Julien était comme une aiguille empoisonnée s'enfonçant dans mon cœur, tuant le dernier espoir qu'il reste en lui une goutte d'humanité. Il s'est avéré que le spectacle d'aujourd'hui n'avait pas seulement été dirigé par sa mère, mais avec son plein consentement et sa froide préméditation. Il voulait utiliser la pression familiale et le statut de mari pour légaliser l'appropriation de mes biens et cacher ses affaires louches. Mon père a fait un pas en avant, s'interposant entre nous. Sa voix était basse, mais on y sentait une force immense. « Jeune homme, pesez vos mots. Ma fille n'a pas à s'excuser. La transparence dans les questions financières protège les intérêts des 2 parties. Votre mère a frappé et insulté sans raison ma fille et notre famille. Non seulement vous ne l'avez pas arrêtée, mais vous l'avez soutenue en exerçant une pression. Notre famille n'aime pas les scandales, mais nous ne permettrons à personne de piétiner la dignité de nos enfants. » Madame Chantal, sentant le soutien de son fils, est devenue encore plus effrontée. « Monsieur Antoine, vous auriez mieux fait d'éduquer votre fille. »« Pauvre, et de quel honneur parlez-vous ? Notre famille a eu de la chance. Un fils directeur qui, par pitié, l'a recueillie, puisqu'elle ne comprend pas par la douceur. Ramenez-la chez vous et éduquez-la à nouveau. Quand elle retrouvera la raison et apportera l'argent avec des excuses, alors peut être que je l'autoriserai à franchir le seuil de notre porte. Julien, mets-la à la porte. Nous n'avons pas besoin d'une telle belle fille. » Julien a hoché la tête en me regardant avec une froide indifférence. « Tu as entendu, maman ? Aujourd'hui, tu m'as beaucoup déçue. Parents, emmenez Camille pour qu'elle réfléchisse à son comportement. Quand elle aura tout compris, nous reprendrons la conversation. » Leur cruelle unanimité a définitivement détruit cette fausse image que j'avais construite pendant si longtemps. Je suis restée à les regarder comme des étrangers, des êtres à forme humaine dont les âmes avaient pourri par la cupidité et l'égoïsme. Je ne ressentais plus ni douleur, ni rancœur. Du plus profond de mon âme a surgi une force inconnue. Mon esprit est devenu clair et calme. Le choix de Julien m'avait donné la réponse définitive, me permettant de tourner la page sans regret. L'élégant salon VIP du restaurant était maintenant imprégné de l'atmosphère empoisonnée de la cupidité et du mensonge.
Mes parents me tenaient fermement les mains. Leurs yeux étaient pleins de compassion et d'inquiétude. Ils craignaient que je ne m'effondre sous le poids de ce coup, mais j'ai simplement souri légèrement, si calme et insouciante que même Madame Chantal et Julien ont été perplexes un instant. J'ai libéré mes mains, j'ai fait un pas en avant, et je me suis plantée juste devant ceux qui venaient de m'humilier. Ma posture était droite, les épaules détendues, mon maintien assuré, complètement différente de la modeste employée de bureau que j'avais été auparavant. Papa, maman, je suis désolée que vous ayez dû assister à cette scène si répugnante. Je suis désolée que mon aveuglement ait apporté des problèmes à notre famille. Mais ne vous inquiétez pas, je sais ce que je dois faire. Et je dis à mes parents du ton le plus calme possible. Puis je me suis retournée et j'ai dirigé mon regard, tranchant comme un rasoir, vers Julien et sa mère. Madame Chantal, vous avez raison sur une chose. Votre fils et moi ne sommes effectivement pas en couple, mais non pas parce que je suis pauvre, mais parce que ma famille a de l'éducation, de la dignité, et que nous ne nous abaissons jamais à de vils stratagèmes pour voler les autres. Voler ? Qu'est-ce que tu dis, effrontée ? A-t-elle poussé un cri perçant. Je l'ai arrêté d'un geste autoritaire. Je ne t'appellerai plus par ton nom, Julien. À partir de cette seconde, il n'y a plus aucune relation entre nous. J'annule officiellement cette réunion et je romps les fiançailles. Notre famille n'a pas besoin de parents qui vivent du mensonge et de l'hypocrisie. Julien a souri et a haussé les épaules. Comme tu voudras. L'entêtement ne mène à rien de bon. Dehors, il y a une file d'attente de filles qui rêvent d'entrer dans ma maison. Cette porte s'est fermée. Ne compte pas pouvoir revenir. Tu te crois vraiment si précieux ? Tu crois que ta fausse façade de directeur peut tromper tout le monde ? J'ai ri d'un rire profond et méprisant. Lentement, j'ai sorti mon téléphone portable de mon sac et j'ai déverrouillé l'écran. Pendant que Madame Chantal et Julien fronçaient les sourcils, déconcertés, j'étais déjà en train d'envoyer tout le fichier numérique que j'avais si soigneusement préparé dans le groupe familial WhatsApp. Ce groupe avait été créé pour discuter du mariage et tous les parents de Julien de son village y figuraient. Ding ding, les téléphones de Julien et de sa mère, qui étaient sur la table, ont vibré avec les notifications. J'ai regardé Julien, ma voix d'acier a résonné dans la pièce. J'ai envoyé à toute ta famille le relevé bancaire complet, où l'on voit clairement comment tu as détourné 50 000 € du capital de l'entreprise pour acheter un sac de marque à Chloé, la fille de ton partenaire. Avec cela, toute votre tendre correspondance, où vous discutez du plan sur comment, après le mariage, me soutirer le reste de l'argent. Ton vrai visage de traître, gigolo et escroc est maintenant mis à nu. Tu pensais que j'étais une idiote que toi et ta mère pouviez détruire. Le visage de Julien a changé de couleur, passant du violet à un blanc cadavérique. Ses mains tremblaient pendant qu'il prenait son téléphone et parcourait l'écran du regard. Madame Chantal s'est jetée sur lui en regardant le téléphone de son fils. Ses yeux se sont écarquillés. Terrifiée, ses lèvres remuaient sans émettre de son. La vérité, révélée de manière si rapide et brutale, a porté un coup fatal à leur arrogance et à leur vil calcul. J'ai rangé mon téléphone, j'ai mis mon sac sur mon épaule et, prenant mes parents par le bras, je me suis dirigée vers la sortie. Ces 250 000 € sont un prêt pour ton entreprise soutenu par un contrat légalement formalisé. Demain, mon avocat te contactera officiellement pour déposer une demande de remboursement de la dette et de saisie des biens. Quant à l'utilisation abusive des fonds, j'exigerai que les autorités compétentes s'en occupent. Prépare-toi à répondre devant la loi, Julien. Sur ce, je suis sortie du restaurant avec mes parents, laissant derrière moi un silence de mort et les visages cendrés de la mère et du fils. La porte vitrée du salon s'est fermée, laissant derrière moi 2 années de ma jeunesse et de mensonges. En sortant dans la rue, j'ai respiré l'air frais de la nuit parisienne qui a dissipé l'oppression. Pour la première fois depuis de nombreux mois, j'ai senti que je respirais à plein poumon. La légèreté et un calme absolu ont rempli chaque cellule de mon corps. La décision finale était prise. Elle signifiait la fin d'une tragédie et ouvrait une nouvelle porte derrière laquelle j'étais la maîtresse absolue de ma vie et de ma dignité. Les portes vitrées du restaurant se sont fermées, séparant complètement 2 mondes. Camille marchait à côté de ses parents. Ses pas fermes et légers résonnaient sur le sol en marbre. Dehors, la pluie avait déjà cessé. L'air était frais, étonnamment pur. Camille a ressenti une légèreté dans sa poitrine, comme si elle s'était débarrassée d'une pierre invisible qui l'avait oppressée pendant des mois.
Antoine a ouvert la porte de sa luxueuse voiture noire qui attendait déjà à l'entrée. La voiture a démarré, s'insérant dans la circulation animée. Camille a appuyé sa tête contre la vitre, regardant les lumières clignotantes et laissant le calme l'envahir. Sans larmes, sans désespoir, juste une libération totale. Pendant ce temps, dans le restaurant, un véritable tremblement de terre s'est déclenché. Julien était assis, paralysé sur sa chaise en velours. Il avait les yeux rivés sur l'écran du téléphone. Le groupe familial Bonheur familial, créé pour discuter du mariage, s'était transformé en un acte d'accusation irréfutable. Les images nettes se chargeaient l'une après l'autre. Le relevé bancaire avec le tampon rouge, où le montant de 50 000 € retirés en espèces avait été entouré, et juste en dessous, une série de captures d'écran de la correspondance amoureuse de Julien et Chloé. Des paroles mensongères, des calculs vils sur la façon de soutirer l'argent à Camille. Tout était exposé à la vue de tous. Le téléphone dans les mains de Julien vibrait sans cesse. Les parents du village, en lisant les messages, inondaient le groupe de questions furieuses. L'oncle, le plus respecté de la famille, a écrit un long message demandant quel cirque il avait monté, permettant qu'une fille ridiculise toute la famille. La tante a été encore plus mordante, demandant directement s'il n'était pas un escroc qui s'était emparé de l'argent des autres par la tromperie. Les accusations pleuvaient les unes après les autres, acculant Julien. Madame Chantal a arraché le téléphone des mains de son fils. Ses yeux sortaient de leurs orbites, en lisant comment Julien promettait de presser Camille de tout son argent puis de la quitter. Sa main, chargée de bijoux fantaisie bon marché et dorés, a tremblé fortement. Son visage est passé du violet au blanc comme du papier. Elle ne pouvait pas croire que son fils, le directeur dont elle se vantait tant et dont elle était si fière dans tout le village, était capable de tels actes immoraux. « Julien, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi écrivais-tu à une autre fille et en plus, as-tu laissé Camille le trouver? Maintenant, toute la famille le sait. Où vais-je me cacher maintenant ?» a-t-elle crié d'une voix stridente. Sa voix a résonné sur les murs. Julien s'est pris la tête à deux mains. Son visage s'est contracté de panique. « Je ne sais pas. J'avais tout effacé. D'où l'a-t-elle sorti? Maman, tais-toi. Laisse-moi réfléchir. » A-t-il grogné. Son masque de décence était complètement tombé. Il a composé précipitamment le numéro de Camille. Mais en réponse, il n'a entendu que la voix impersonnelle de l'opératrice. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Camille avait bloqué son numéro, tous ses réseaux sociaux, coupant toute voie par laquelle il pourrait tenter de la récupérer avec des mots doux. La honte et l'humiliation ont enveloppé la mère et le fils. Madame Chantal s'est couvert le visage des mains, sanglotant et accusant son fils d'être stupide. Elle se lamentait pour le million perdu et pour le statut d'une famille avec une belle-fille docile et riche. Julien, de son côté, était assis avec la tête appuyée sur la table, terrifié par les pensées d'un avenir sombre. Il comprenait que Camille ne plaisantait pas, et que sa menace de procès avec des preuves irréfutables était une condamnation à mort pour son entreprise naissante. Le masque brillant était tombé, révélant l'image pathétique de ceux qui rêvaient de s'enrichir à base de tromperie. Le dîner s'est terminé lorsque le gérant du restaurant a apporté l'addition. Julien, les mains tremblantes, a sorti sa carte de crédit et, en essayant de payer, l'a même laissée tomber par terre. Mère et fils sont sortis en silence du restaurant sous la pâle lumière des lampadaires. Leurs longues ombres sur le trottoir semblaient pathétiques et perdues dans cette immense et brillante ville. Le lundi matin, Paris a commencé une nouvelle journée à son rythme habituel, pressé. Camille s'est réveillée dans la chambre spacieuse de la résidence familiale. Elle s'est habillée d'un tailleur pantalon gris sobre. Elle s'est maquillée légèrement, rayonnant de professionnalisme et de confiance. Aujourd'hui, elle n'est pas allée à son bureau. Mais avec Maître Moreau, elle s'est dirigée directement vers les bureaux de l'entreprise de Julien. Le temps des concessions était terminé. Le moment était venu de parler le langage de la loi et des documents. Le bureau de Julien se trouvait au 6e étage d'un immeuble de bureaux ordinaires. Une quinzaine d'employés étaient assis devant leurs ordinateurs. Lorsque Camille et Maître Moreau sont entrés, la fille de la réception s'est levée, confuse, mais Camille, sans lui prêter attention, s'est dirigée directement vers le bureau du directeur au fond. La porte était ouverte. Julien était assis, la tête entre les mains, devant une pile de papier. En voyant Camille, il a sursauté. Son visage était épuisé. Ses yeux étaient rouges à cause de la nuit blanche. « Camille, tu es venue. Écoute, je vais tout expliquer. Ce n'est pas ce que tu penses. » Il s'est levé d'un bond et s'était lancé vers elle. Mais Maître Moreau,
avec fermeté, a fait un pas en avant, lui barrant la route. « Bonjour, monsieur Julien. Je suis maître Moreau, représentant légal de mademoiselle Camille. Je vous prie de garder vos distances et que la conversation se déroule dans un cadre professionnel et légal. » Sa voix était calme, mais autoritaire. Camille s'est assise sur la chaise en face du bureau de Julien. Sa posture était assurée, son regard froid, sans émotion. Julien a reculé et s'est laissé tomber dans son fauteuil. Maître Moreau a ouvert sa mallette en cuir noir et a placé un épais dossier de documents sur la table. « Monsieur Julien, conformément au contrat de prêt signé entre vous et mademoiselle Camille il y a 6 mois, elle vous a transféré sur votre compte personnel 250 000 € pour la gestion de votre activité commerciale. Le point 3 du contrat stipule clairement qu'en cas d'utilisation abusive des fonds ou de tentative de dissimulation d'actifs, le prêteur a le droit de résilier unilatéralement le contrat et d'exiger le remboursement immédiat du montant total de la dette. » Julien, en sueur, a commencé à balbutier. « Mais mon entreprise fonctionne. Je n'ai pas caché d'actifs. Vous ne pouvez pas m'accuser sans raison. Je rembourserai l'argent, mais dans le délai indiqué dans le contrat, l'année prochaine. » Maître Moreau a fait glisser vers lui le relevé bancaire estampillé et l'impression de la correspondance. « Nous avons rassemblé des preuves suffisantes que vous avez retiré 50 000 € en espèces pour l'achat d'articles de luxe pour un tiers, sans lien avec l'activité de l'entreprise. Cela constitue une violation flagrante des termes du contrat. Ce matin, notre cabinet a officiellement déposé une plainte civile devant le tribunal de première instance. Parallèlement, nous avons demandé l'application de mesures conservatoires consistant en la saisie de tous vos comptes bancaires personnels et de ceux de votre entreprise pour garantir l'exécution de la décision de justice. » Les paroles de l'avocat ont résonné comme un coup de tonnerre. La saisie des comptes pour une entreprise en activité équivalait à lui couper l'oxygène. Les salaires des employés, les paiements aux fournisseurs, les impôts, tout serait gelé. Pris de panique, il a joint les mains dans un geste de supplication, en regardant Camille. « Camille, je t'en supplie. Souviens-toi de nos 2 ans. Donne-moi une chance. Si on bloque mes comptes, je serai ruiné immédiatement. Je te le promets. Je vendrai la voiture, je réunirai l'argent et je te rembourserai ces 50 000 €. Le reste, laisse-moi l'échelonner. Ne sois pas si cruel. » Camille a souri. « Nos 2 ans, c'est toi-même qui les as évalués et piétinés il y a bien longtemps, Julien. Quand tu prenais mon argent pour acheter des sacs à une autre femme, quand avec ta mère vous m'insultiez au restaurant, à quoi pensais-tu? Dans notre relation, j'agis strictement selon la loi. Tu as demandé un prêt, tu dois le rembourser. À partir de maintenant, toutes les questions seront résolues par mon avocat. Je n'ai aucun accord personnel avec toi. » Camille s'est levée, a fait un signe de tête à Moreau et est sortie du bureau. À l'extérieur, les employés chuchotaient déjà, ayant entendu des bribes de la conversation sur les dettes et la saisie des comptes. Julien a laissé tomber sa tête sur la table, la tenant entre ses mains avec désespoir. Il a compris que la patience de Camille s'était épuisée et que le nœud coulant de la loi se resserrait autour de son cou. Lui qui était habitué à se frayer un chemin par le mensonge, était maintenant confronté à la dure réalité. Les chiffres du contrat ne connaissaient ni pitié ni indulgence. Ils n'obéissaient qu'à une seule règle: la justice. La vie de Julien entrait officiellement dans sa période la plus sombre et la plus turbulente. Après avoir quitté le bureau de Julien, Camille a appelé un taxi et s'est dirigée directement vers l'immeuble où elle avait vécu ces dernières années. En entrant dans l'appartement, elle a ressenti le vide et le silence. Toutes les affaires étaient à leur place. La serviette sur le crochet, les chaussons près de la baignoire. Mais l'environnement familier lui semblait maintenant étranger. Camille a sorti 2 grandes valises du placard et a commencé à emballer ses affaires de manière méthodique et décidée. Elle a soigneusement plié les vêtements, les livres, tous les souvenirs partagés, les photos, les tasses de couple, elle les a rassemblés sans hésiter dans un grand sac noir et les a jetés à la poubelle. Elle effaçait toute trace de sa présence dans cette maison, tout comme elle effaçait l'image de Julien de sa mémoire. Laissant les clés sur la table avec un petit mot dans lequel elle lui demandait de s'occuper lui-même du déménagement et de la résiliation du bail, Camille est sortie de la maison avec ses valises. En bas, la voiture familiale que son père avait envoyée l'attendait déjà. La voiture a glissé dans les rues de Paris, emmenant Camille du quartier animée vers une zone résidentielle de villas calme et élitiste, entourée de verdure. Les portes en fer forgé se sont ouvertes, et la voiture est entrée dans une cour pavée de pierres.
Une résidence de 2 étages de couleur crème se dressait comme une forteresse fiable, accueillant le retour de sa fille cadette. Isabelle l'attendait déjà sur le perron. En voyant sa fille, elle s'est jetée dans ses bras. Les étreintes d'une mère donnaient toujours un sentiment de sécurité absolue. Antoine est sorti du salon, a donné des instructions au chauffeur pour monter les valises et, donnant une tape affectueuse sur l'épaule de sa fille, a dit « C'est bien que tu sois à la maison, ma fille. Ta chambre t'attend toujours. » Le soir, la famille s'est réunie autour de la grande table de la salle à manger chaleureuse. Madame Marie, leur employée de maison, avait préparé un magnifique dîner. Des lentilles aromatiques, des viandes panées dorées. Camille a pris une assiette et son cœur s'est serré d'amertume. Autrefois, elle cuisinait elle-même ses plats dans une cuisine étroite, attendant son retour. Maintenant, assise dans sa propre maison et savourant un délicieux repas, elle a compris combien de temps elle s'était privée d'un confort simple pour un homme indigne. Isabelle lui a mis le meilleur morceau de viande. « Mange, ma fille, prends des forces. Tu as beaucoup maigri ces derniers mois. Un amour malheureux est une leçon. 250 000 €. Ce n'est pas un prix si élevé pour connaître la véritable nature d'un homme. Ton père et moi sommes en bonne santé, et tout ce que nous avons sera à vous, à ta sœur et à toi. » Antoine a hoché la tête. « Ta mère a raison. Tu as bien fait de rompre cette relation toxique. Tu as un diplôme en gestion des ressources humaines, et notre chaîne de magasins est en pleine expansion. Repose-toi quelques jours, et ensuite, rejoins-nous officiellement. Tu aideras à restructurer le département du personnel pour sortir de l'ombre et utiliser ton talent pour de plus grandes choses, au lieu de rester coincé dans le rôle d'une employée de base. » En écoutant les mots de ses parents, Camille a senti ses yeux s'emplir de larmes. C'étaient des larmes de gratitude pour sa famille, son refuge sûr, où elle pouvait enlever toute son armure et redevenir une petite fille entourée d'amour et de soins. Elle a séché ses larmes et a souri. « Oui, papa, maman, je ne vous décevrai pas. À partir de demain, je commence une nouvelle vie. » Le dîner chaleureux en famille, plein de rires et de soutien, a guéri ses blessures et lui a donné la force d'affronter un avenir brillant. Quelques jours à peine après le dépôt de la plainte, le chaos s'est emparé de Julien. L'ordonnance judiciaire de mesures conservatoires a été envoyée à la banque. Tous les comptes de l'entreprise ont été gelés. Lorsque le comptable principal, le visage pâle, est entré en courant dans le bureau du directeur et l'a informé qu'il ne pouvait effectuer aucun paiement, Julien a senti que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Le téléphone sonnait sans arrêt. D'abord, les fournisseurs exigeant le paiement des factures. Ensuite, les employés ont commencé à s'indigner des retards de salaire. L'entreprise, qui joignait déjà difficilement les deux bouts, privée de flux de trésorerie, a sombré immédiatement. Désespéré, Julien est sorti en courant du bureau et s'est dirigé vers un café chic où il avait rendez-vous avec Chloé. Elle était son dernier espoir. Chloé, la fille du propriétaire d'une grande entreprise de construction, son principal partenaire. Il espérait qu'elle convaincrait son père de lui avancer un paiement ou au moins de lui prêter de l'argent. Chloé est arrivée avec une demi-heure de retard, vêtue de vêtements de marque de la tête aux pieds, avec le même sac à main qu'il lui avait acheté avec l'argent de Camille. Son regard était froid et distant. « Pourquoi m'as-tu appelé avec tant d'urgence ? Je devais aller à un soin au spa. » A-t-elle traîné les mots avec paresse. Julien lui a attrapé la main. « Chloé, j'ai d'énormes problèmes. Camille sait tout. Elle m'a attaqué en justice. Les comptes de l'entreprise sont bloqués. Je n'ai plus de quoi payer les salaires. Parle à ton père pour qu'il m'avance un paiement. Ou prête-moi au moins 50 000 €. » En l'entendant, Chloé a éclaté de rire. « Tu plaisantes ? Ton ex te poursuit en justice et tu me demandes de l'argent à moi ? Mon père a déjà résilié le contrat avec ton entreprise. Dès que les rumeurs sur tes problèmes judiciaires ont couru, il a trouvé un partenaire plus fiable. Tu as des dettes et l'entreprise est en faillite. Pourquoi irais-je m'associer avec toi ? Si mon père apprend que je sors avec un escroc, il bloquera toutes mes cartes instantanément. On rompt, ne me cherche plus. » Sur ces mots, elle s'est levée et est partie, laissant Julien seul. Son monde s'était effondré. Il avait échangé un amour sincère et un soutien inconditionnel contre une poupée vide qu'il avait abandonnée à la première occasion. Assis dans le luxueux café, Julien s'est couvert le visage des mains et a pleuré d'humiliation et de repentir tardif. La chute a été foudroyante. Ayant perdu son capital et son client le plus important, l'entreprise de Julien a fait faillite. Sous la menace d'une procédure pénale pour escroquerie, il a été contraint de trouver un accord, en bradant tous les actifs de l'entreprise pour couvrir au moins partiellement les dettes.
Il a vendu sa voiture pour payer les salaires des employés et rendre à Camille une part insignifiante de la dette. Le reste de la gigantesque somme lui est resté sur les bras comme un poids mort, avec l'obligation de la rembourser mensuellement sur ses futurs revenus. Julien a déménagé de son appartement confortable vers une chambre misérable en banlieue. Il mangeait du pain sec, se souvenant des dîners chauds que Camille lui préparait. Les remords le consumaient de l'intérieur. Les nouvelles de son échec sont arrivées jusqu'au village. Les voisins, qui enviaient autrefois son succès, se réjouissaient maintenant de son malheur, commérant dans son dos. Ils ont appris que cette fille modeste, que Madame Chantal considérait comme une mendiante, était en réalité la fille du propriétaire d'une grande chaîne de supermarchés. S'il l'avait traitée avec humanité, Julien aurait pu devenir le gendre de la famille la plus riche. Cette vérité a définitivement achevé Madame Chantal. De honte, elle a cessé de sortir de chez elle, s'est mise au lit et est tombée gravement malade. Ce n'était pas tant la douleur physique qui la tourmentait que la conscience de l'opportunité en or qu'ils avaient perdue à cause de leur cupidité. Désormais, Julien envoyait des CV à la recherche de n'importe quel travail, mais sa réputation le précédait. Errant dans l'immense Paris avec des vêtements usés, il regardait les hauts gratte-ciel sur les vitres desquels se reflétait sa silhouette pathétique. Le prix de la trahison, de la cupidité et du mensonge s'était avéré disproportionnément élevé. Il avait lui-même jeté un joyau précieux pour poursuivre des fantômes et s'était retrouvé sans rien. Le premier temps après mon retour à la maison, je l'ai consacré à me reposer et à retrouver mon équilibre mental. Ma famille a été mon meilleur soutien. Le matin, j'arrosais les orchidées dans le jardin de mon père. J'aidais ma mère pour le petit déjeuner. Et, pendant la journée, je lisais des livres sur la gestion d'entreprise, chose pour laquelle je n'avais plus eu le temps depuis longtemps. Un mois plus tard, je suis entrée dans le bureau de mon père. Il lisait des rapports financiers. En me voyant avec un tailleur strict, un sourire confiant, il a enlevé ses lunettes. « Ma fille, es-tu prête ? » ?»« Oui, papa. » J'ai perdu trop de temps. Ma spécialité est la gestion des ressources humaines. Notre chaîne grandit, mais la qualité du personnel est à la traîne. Je veux assumer le poste de directrice des ressources humaines et vous aider à restructurer le système. Mon père a souri avec fierté. Nous attendions ces mots depuis longtemps. Lundi, je te présenterai au conseil d'administration. Prépare un plan. Je suis sûre que tu feras ça très bien. Je me suis donc plongée tête baissée dans le travail. Ça n'a pas été facile. J'ai examiné des centaines de dossiers personnels. J'ai développé un nouveau système de motivation. J'ai organisé des cours de formation pour le personnel. Je visitais fréquemment nos magasins. Je parlais avec les employés pour comprendre leurs problèmes. J'ai développé et mis en œuvre un nouveau système de primes basé sur les résultats du magasin et la qualité du service. Cela a donné des résultats stupéfiants. Les employés ont commencé à travailler avec plus d'enthousiasme. En seulement 3 mois, les revenus de la chaîne ont considérablement augmenté et le nombre de plaintes des clients a été réduit au minimum. Les cadres, qui doutaient auparavant de moi, traitaient désormais avec respect mon professionnalisme et ma détermination. Le travail m'a absorbé complètement. Sans laisser de place aux souvenirs tristes, j'ai commencé à prendre davantage soin de moi. Je me suis inscrite au yoga. Ma garde-robe a changé pour des tenues de femme d'affaires élégantes et stylées. J'ai compris que lorsqu'une femme s'aime et se respecte, utilise son esprit et son talent pour se réaliser, c'est là sa meilleure parure. L'ancienne Camille, docile et patiente, était morte pour faire place à une femme forte, rayonnante et sûre d'elle. Un soir, en plein été, je suis restée tard au bureau. Quand je suis sortie de l'ascenseur au rez-de-chaussée, l'horloge marquait déjà 19 heures. Dehors, il tombait des cordes. Pendant que j'attendais que le gardien de sécurité ouvre un parapluie pour m'accompagner à la voiture, un homme est sorti en courant du coin de la rue. Il était trempé jusqu'aux os. Trébuchant, il a couru vers moi. Le garde a essayé de l'arrêter, mais je l'ai reconnu. C'était Julien, mais son apparence était terrible. Une chemise froissée et mouillée, un visage non rasé et émacié. Un regard éteint, il tremblait de froid et de nervosité. « Camille, s'il te plaît, laisse-moi te dire quelques mots. » A-t-il tout sauté? Je suis restée immobile, en gardant mes distances. Mon regard était absolument calme. Il n'y avait en lui ni étonnement, ni satisfaction malveillante, ni pitié. C'était le regard qu'on porte à un parfait inconnu. « Que veux-tu » ai-je demandé d'une voix neutre. « Je sais. Je me suis trompée,
a-t-il commencé de façon chaotique. J'ai payé pour ma stupidité. L'entreprise a fait faillite. Chloé m'a quittée. Ma mère au village est très malade. Elle a besoin d'argent pour ses médicaments. Je suis désespérée. Je t'en supplie. Demande à ton avocat de m'accorder un délai pour le paiement de la dette. Je rembourserai tout. Juste, pas maintenant. Pardonne-moi, je t'en prie. Donne-moi une chance d'arranger les choses. Il pleurait, mêlant ses larmes aux gouttes de pluie, essayant d'éveiller ma compassion. Si cela avait été l'ancienne Camille, j'aurais être été touchée. Mais la Camille actuelle était passée par la trahison et le voyait clair comme de l'eau de roche. Son repentir n'était pas dû à la conscience de sa culpabilité, mais au désespoir. Il était venu vers moi parce qu'il n'avait plus personne vers qui se tourner. Le contraste entre nous était saisissant. Moi, dans le hall sec et lumineux, avec des vêtements élégants, sûre de moi et sereine. Lui, dehors, mouillé, pathétique, suppliant. Cette image était la meilleure illustration de la loi du karma,